Yorana et bienvenue dans Manava. Nous poursuivons aujourd'hui notre discussion autour des défis que doit relever la Polynésie dans les années à venir et cette question centrale qui est l'environnement. Avec nous pour en parler, Semir Alouardi, qui est professeur en sciences politiques à l'UPF, Bonjour. Vincent Dropsy, qui est professeur en sciences économiques, Merlana. Sandrine Chaillet-Denéré, qui est professeure de droit privé, Bonjour. et Marie-Laure Vanizette, qui est co-auteur du livre Urgence écologique au Fénois. Yorana. Ravi de vous accueillir à nouveau pour cette émission. Nous allons continuer à discuter un petit peu de ces différents sujets qu'on a évoqués hier. Et j'aimerais que nous prenions des exemples concrets des actions menées par les acteurs économiques et politiques en Polynésie pour expliquer ça. Marie-Laure, quelles filières écologiques et éco-responsables peuvent être des leviers de développement pour le pays? Et je pense que Vincent pourra Alors, compléter s'il y a besoin. le premier levier pour lutter contre la décarbonation, c'est bien sûr la production locale, moins d'importation. La production d'électricité avec des ressources non fossiles, donc électricité Parce solaire, qu'en hydroélectrique en énergie éventuellement. fossile, on est à plus de 70%. Voilà. Donc, il y a un plan climat-énergie qui a commencé à s'initier et qu'il faut poursuivre pour utiliser les énergies renouvelables. Il y a aussi les transports, puisque, voilà, euh, en moins de voitures à essence, on ne pourra pas se passer de la voiture. Donc, je sais que c'est controversé, mais la voiture électrique petite avec des innovations sur les batteries, c'est aussi une solution, en tout cas plus écologique que les voitures actuelles. Bon, malheureusement, on n'en importe pas beaucoup, elles sont encore chères, et puis il faut les faire fonctionner à l'énergie solaire. Parce qu'une voiture électrique que tu branches sur l'usine au fioul, C'est ça ce que marche pas. j'allais dire. C'est C'est exactement plus ce que j'allais écologique. relever. Voilà. C'est parce Donc, qu'on essaye de régler un problème d'un côté, mais pour que cette voiture fonctionne, il faut qu'on la branche sur le secteur et ce même secteur fonctionne voilà. à l'énergie fossile. Voilà. Donc, il faut que ton secteur soit solaire. Alors, Donc, et il y a même des systèmes où tu peux acheter un garage solaire et tu branches ta voiture. Ça existe, c'est vendu. alors, vous n'êtes pas magicien, ou tu n'es pas magicienne, Marie-Laure, mais très clairement, ce sont des idées. Mais concrètement, elles sont réalisables dans un monde merveilleux. Elles seraient Alors, non, mais réalisables tu sur combien de parlais de temps? filière. Oui, mais sur Hein. combien de temps on pourrait faire ça, par exemple? À ton avis, est-ce qu'il y a déjà des chiffres qui ont été posés, Non, mais des ça, projections? après, c'est le rôle du politique de mettre des plans, des schémas directeurs, ce qui a Des commencé, aides. et des aides. Eh oui. Mais donc, je reviens sur les filières à développer pour être plus écologiques. Donc, on a parlé de Donc l'électricité, l'énergie, du transport, de l'alimentation locale, donc en circuit bio, court. là en circuit court, sans intrants chimiques. Donc ça, c'est des filières qui ont un impact direct sur l'émission de nos gaz à effet de serre. Ensuite, on a la réduction des déchets, donc c'est l'économie circulaire. Oui. Il y a un tas de petits métiers. Alors peut-être c'est de l'artisanat, ça va pas ramener des grosses valeurs au niveau du PIB, mais le recyclage, l'utilisation de matériaux qui remplacent le plastique, il y a des tas d'idées comme ça. Des filières aussi pour être plus nature, plus verte, ben, c'est des pensions ou des excursions qui mettent en avant justement notre patrimoine naturel et culturel. Donc Euh, proposer une autre filière touristique, comme on en parlait dans l'émission d'hier, ou pour préciser que on peut avoir un tourisme traditionnel et tendre vers un tourisme vert plus éco-responsable. oui, plus écologique avec de la randonnée, et même il y a pas mal de touristes aussi qui s'impliquent dans des programmes de reboisement, il y a des pensions sympas maintenant qui font de l'alimentation bio, locale, au bord de mer où on va aller, à échelle humaine. Tout ça, Donc les projets, voilà, c'est des produits d'avenir qui sont dans l'air du temps, qui fait que qui pourraient avoir sens. et puis le monde va changer. Vincent, action. Alors, l'une des fonctions de la science économique, c'est d'analyser les effets des politiques économiques, tels qu'on vient de les décrire, directs, mais aussi indirects, et de temps en temps pervers. Par exemple, on peut toujours dire, bon, il faut arrêter de consommer ou importer parce que ça pollue, mais
on devient plus pauvre, et lorsqu'on devient plus pauvre, il y a moins d'argent pour lutter justement contre le réchauffement climatique, mais contre, par exemple, voilà, pour améliorer notre situation en ce qui concerne les émissions de Ouais. CO2. Et donc, on On a dit vu pas d'arrêter de consommer. On dit de consommer diminuer. local, bio, Ah, mais et donc, on va. peut-être moins, et peut-être plus sobrement, parce il y a des consommations quand même que je qualifierais d'inutiles, qui va augmenter les coûts aussi. L'obésité, le diabète. Donc, c'est pas forcément un manque d'argent pour lutter contre le réchauffement climatique. Enfin, là, on est dans un cercle un peu. De toute façon, ça ne vi- pourrait être. C'est pour, tu vas terminer ta démonstration, Vincent, mais ça ne pourra être que associé et à la fois aux décisions politiques, au budget nécessaire pour faire ces modifications, mais les budgets nécessaires sont générés aussi par les importations. Enfin, il y a une sorte de quadrature du cercle qui est assez compliqué par là. les Oui, recettes Et fiscales. par les recettes oui, Et fiscales. donc après, l'idée, c'est et les qu'en dépenses. Attends, Marie-Laure. Oui, vas-y. l'idée, c'est qu'en économie, on a des politiques et chaque politique a un objectif. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'on prend une politique qui a un objectif de croissance, de développement durable, et on l'utilise pour lutter contre quelque chose, les inégalités, etc. Et donc ça, c'est souvent malheureusement une erreur qui est faite et c'est inefficace. On enlève quelque chose Et pour compléter, mais ce voilà. quelque chose aider Et à. donc, l'exemple peut-être un peu type pour l'économie polynésienne, c'est le tourisme durable. Parce qu'à la fois, on le sait, c'est le moteur, tout le monde est d'accord, le moteur économique potentiel de la Polynésie française, mais à la fois, pour amener les touristes, évidemment, on pollue, puisqu'on les amène dans des avions. Même si ça va peut-être diminuer au fur et à mesure du temps, les avions devenir un peu plus clean, mais ça ne va pas régler le problème. Mais on a besoin du tourisme, et du tourisme international, parce que le tourisme local, ça ne représente que même pas 10% des recettes. Alors, une solution, puisqu'on parle de solution, sans nommer l'hôtel, c'est un fameux hôtel à Tetiaroa qui a fait du tourisme d'ultra luxe et a priori écologique. Et donc, à ce moment-là, on peut à la fois générer des réductions, voire de l'élimination des émissions de CO2 dans certains hôtels. Et puis, pour les vols compensés carbone, on peut acheter des compensations carbone pour les vols qu'on fait. Et en même temps, générer des recettes qui peuvent à la fois générer des recettes fiscales, qui peuvent nous aider à mener des politiques autres, des politiques contre les inégalités, etc. etc. Donc, les politiques de réduction forcées ne sont pas toujours si efficaces que ça. On l'a vu par exemple dans l'épisode Covid où la consommation, le PIB a chuté énormément. La pollution a chuté un petit peu, mais pas tant que ça. Et puis évidemment, quand on est revenu à la situation normale, c'est remonté. Donc, il faut faire Alors, très ce attention que à je- l'analyse En fait, c'est tout économique. sauf simple. Alors Non, mais évidemment, c'est moi, pour ça qu'on alors a je des voudrais juste économistes. revenir sur Voilà. Attends, la Marie-Laure, non, transition attends, écologique. on y reviendra Euh, juste après. Un point. Juste, c'est pas tout réduire, c'est réduire certaines productions et développer d'autres productions. C'est ce Oui, raisonnement-là mais qu'on fait en lesquels transition Et écologique. c'est Lesquels ce que Eh tu es en ben train de dire, voilà. Vincent. Oui, donc Lesquels c'est C'est tout là où il l'objet faut du voir. politique. C'est le rôle du politique de se projeter et de. Mais Alors, juste. est-ce qu'on est d'accord sur l'objectif? Mais à On va dire. condition d'avoir Vas-y, Vincent. des Termine. politiques efficaces. Parce qu'on peut avoir des politiques politiciennes qui plaisent peut-être et des politiques efficaces. Je prends un exemple très rapide, la taxe carbone. La taxe carbone, bon, on Oui. sait que c'est très difficile à mettre en place parce que personne ne veut payer l'essence plus chère. Et pourtant, il y a 30 prix Nobel et 300 économistes qui ont déclaré il y a 2-3 ans que c'était a priori la politique la plus efficace pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, Un exemple. c'est bien, donc là, on t'a tendu la perche, puisque Voilà. et Vincent et Marie-Laure disent que ce sont des décisions politiques à mettre en place et à poser. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est réaliste? Alors, d'abord, oui, c'est éminemment politique. Je veux dire, toutes les décisions sont des décisions politiques qui sont transformées, comme on l'a dit tout à l'heure, en normes, en droits, évidemment, et à partir de là, on participe à ce développement. Mais ce qui est très intéressant avec ce qui a été dit, c'est qu'on voit que tout est lié. Oui. Et on commence par le tourisme, on commence par le réchauffement climatique, on commence par l'importation, etc. Et on termine sur la CPS qui se retrouve avec des dépenses incroyables pour la santé. Voilà, donc tout est lié. Il y a un lien ici. Et donc, le point de départ qui peut rassembler tous ces problèmes dans des politiques publiques qui sont
forcément cohérente, c'est le politique. C'est là où c'est très important de voir qu'est-ce que le gouvernement va décider. Si un gouvernement part dans un sens et pas dans l'autre, ne cherche pas la cohérence, la cohésion du tout, évidemment, on arrive à une pagaille. Alors, en France métropolitaine, on a, par exemple, mais c'est pas que ça, mais le Conseil d'État vérifie justement que les lois, les projets de loi, participent à un ensemble et sont cohérents par rapport au reste. Alors, ensuite, alors là, j'ai parlé de la santé, etc. Bon, après, comme le dit Vincent, qui dit tourisme, qui dit le nom de tourisme, dit évidemment de l'emploi, beaucoup d'emplois. Ah oui. Je rejoins Marie-Laure, c'est un emploi local qui va toucher tous les métiers, directs ou indirects. Et donc, évidemment, on a besoin de ce développement. Et donc, bien sûr qu'il faut développer l'agriculture. Et nous avons d'ailleurs un collègue universitaire qui maintenant va s'occuper de ça. Très bien. Mais évidemment, ça ne va jamais remplacer. On sera toujours obligé d'importer les produits. Mais la notion d'insularité, elle est concrète. Il faut la prendre. Exactement. On n'a pas le choix. On est un espace géographique, on est condamné. Je reprends ce qu'a dit Vincent tout à l'heure. Si on regarde la moitié des émissions de CO2, des émissions de CO2, ce sont les transports terrestres internes. On n'a pas le choix, nous sommes aussi grands que l'Europe. Donc là, on voit qu'il y a un problème. Alors après, la décision politique aussi, elle intervient après point par point. Oui, les problèmes de nourriture. Oui, la nourriture bio. Oui, l'importation de certains produits qui sont absolument néfastes, bon, etc., etc. Mais je suis d'accord aussi avec Vincent que l'interdiction n'est pas toujours la bonne mesure. Enfin, je terminerai dans le même domaine, les transports en commun. Il y a, on a beau regarder, je ne vois pas une politique qui mette en place des transports en commun. Mais quand je parle de transport en commun, ce n'est pas simplement les autobus. Je me souviens, dès les années 2000, on a parlé de mettre en place des tramways, etc., etc. Bon, passer par des bateaux. Enfin, il y a un énorme problème, justement, d'embouteillage. Et pourquoi il n'y a pas de politique sur ce plan-là? Eh bien, justement, ça fait partie des perspectives possibles. On n'aura pas le choix à un moment donné, il faudra bien trouver une solution. Sandrine, c'est là où le côté droit peut intervenir. Et en plus, on parlait du foncier et on va répondre sur deux petites choses. Marie-Laure parlait tout à l'heure de développement, par exemple, de l'agriculture bio ou alors travailler sur du hors-sol, l'hydroponique, tout ce qu'on a déjà pu aborder sur différents sujets dans Manava. Mais il y a une réalité aussi de droit et de foncier, c'est qu'on n'a peut-être pas de terrain pour tout le monde et on n'a peut-être pas suffisamment de terrain libre. Oui, alors bon, le foncier n'est pas la clé de tout, mais c'est un des éléments de cet ensemble. Encore une fois, tout est lié. Et s'il y a bien une ligne directrice de tout ça, c'est la question de comment on veut développer, comment on veut voir notre avenir sur le plan écologique. Oui, libérer de la terre, ça sans aucun doute. Le problème n'est pas que celui de l'indivision pour le foncier en Polynésie, et je ne parle pas uniquement sur Tahiti. Il y a des terres qui ne sont pas disponibles, il faudrait savoir pourquoi et il faudrait se demander ce qu'on veut en faire, encore une fois. Donc ça, c'est vraiment une question. Et ensuite, une fois qu'elles seront libérées, si tant est qu'on veut bien les libérer, qu'est-ce qu'on fait dessus? Est-ce qu'on développe du logement? Quel logement? Est-ce que ça devient des terres agricoles ou pour des projets exploitables, pour des projets immobiliers ou pour des projets touristiques? Là encore, on est toujours dans la question politique. Nous, finalement, ce qu'on donne, ce sont des outils. L'économiste donne des outils de compréhension, le juriste donne des outils techniques pour transformer en loi ou les projets qui ont été adoptés. Donc des outils, il y en a. On parlait d'environnement, enfin, on ne fait que parler d'environnement. Il y a un code polynésien de l'environnement, donc on a déjà ici sur place le moyen de faire quelque chose. Il ne faudrait pas s'imaginer qu'on est entravé par l'impossibilité de faire quoi que ce soit ou de devoir attendre des solutions de la métropole. Ce n'est pas le cas. En tout cas, dans beaucoup de domaines, ce n'est pas le cas. Donc, il y a un champ de possibles réel. Donc, qui viennent
de nouveau de décisions politiques, puisque Oui, les deux sont liés. mais il faut surtout pas se désintéresser de politique, au Et au contraire. contraire. Oui, non. absolument. Et il y a quelque chose d'assez intéressant sur la notion d'indivision, Mhm. c'est que à la fois elle freine parfois certains projets qui Ouais. seraient, on va dire pour le bien public, très intéressants, Ouais. mais ça permet aussi, mine de rien, de garder des terrains Oui. aux Polynésiens. Ouais. C'est une forme de protection aussi. Absolument. Et ça a été bien compris comme ça depuis très très longtemps, plus ou moins intuitivement, hein. Les souches terriennes polynésiennes ont compris que rester groupés, éviter de morceler la terre, c'était aussi avoir une vraie force de décision sur ce qu'on veut en faire. Alors je dis pas du tout que c'est simple, hein, et toutes les familles qui ont à se préoccuper de ces questions savent que ça suppose un minimum d'entente et c'est pas toujours facile à atteindre. Mais qu'en tout cas, le fait de rester dans l'indivision, effectivement, évite un morcellement et donc aussi potentiellement un appauvrissement. Et donc, ça permet aussi sur des terres beaucoup plus vastes d'avoir des vrais projets de développement. Marie-Laure, tu voulais Fabuleux. réagir. Oui, J'entendais alors, ton bracelet qui gigotait. Je lui dis, Marie-Laure veut réagir. enfin, non. Vas-y, Non, je deux t'écoute. choses. On parle de dirigeants politiques qui doivent prendre des décisions, mais il y a aussi des dirigeants économiques. Le pouvoir n'est pas uniquement politique. Il y a des personnes qui ont de l'argent, qui investissent. Voilà, il y a aussi des choix qui sont faits par nos dirigeants économiques. Et puis, si on parle, on revient sur les ressources, il y a aussi tout le pan des ressources marines. Oui, il y a les ressources agricoles, enfin, l'agriculture locale à développer. Et là, justement, il y a quand même un enjeu qui est de préserver nos ressources. Donc, il y a des limites D'exploitation. d'exploitation, hein, pour éviter la surexploitation. Il y a aussi La mise en place des zones protégées, on soit un exemple concret. voilà, l'aquaculture durable, à condition qu'elle soit durable, qui peut aussi être une solution. Et nous, ce qu'on considère comme une non-solution, c'est l'exploitation minière profonde. L'exploitation des ressources marines minières, où là, ça sera une On catastrophe risquerait d'ouvrir la écologique boîte de Pandore quand totale. même. Exactement. Donc, c'est quand même, Bon, il y a des choix avec ces 5 judicieux à millions faire. de kilomètres carrés de ZEE, la Polynésie a quand même des ressources qu'on peut développer intelligemment et écologiquement. Alors, c'est très bien parce que tu me permets d'enchaîner. Bravo Marie-Laure, tu l'avais vu venir. On a parlé du foncier, mais je vais me tourner aussi vers Vincent parce qu'il y a aussi toute cette exploitation possible sur le maritime qui fait partie intégrante du fonctionnement de la Polynésie. Oui, c'est ce qu'on appelle l'économie bleue. Exactement. Alors, l'économie bleue, évidemment, c'est tout ce qui touche au maritime. Alors, évidemment, il y a la pêche. Et on arrive à pêcher suffisamment de thon sans justement nuire aux futures générations. Les experts, dont je ne suis pas, disent qu'on pourrait multiplier par 2 ou 3, il me semble. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie politique de protection et ça, c'est une très bonne chose. Et tout à fait. La zone économique exclusive, c'est très bien. Le fait qu'aucun bateau étranger ne puisse pêcher dans nos eaux, c'est très bien. Il y en a quand même quelques-uns, mais on fait en sorte d'essayer quand même de mettre la main dessus. Ça arrive encore, Je ne hélas. suis pas un spécialiste, mais enfin, il me semblait que les autorités militaires disaient que pour l'instant, il n'y avait personne qui passait. Eh ou ben, pas tant grand mieux monde. pour nous. Oui. En tout cas, c'est très bien. Mais d'un autre côté, on peut développer tout à fait dans la Polynésie cette pêche qu'on peut exporter. Et d'ailleurs, ça nous rapporte à peu près 1 milliard par an pour une économie qui en fait 600. Donc, c'est assez petit. D'un autre côté, il faut être réaliste. C'est-à-dire que quand on considère l'aquaculture, l'agriculture et le secteur primaire en général, c'est à peu près 3% du PIB, produit intérieur brut. Donc, Pour un pays, alors intéressant, pour un pays avec... parce qu'on est une île, une économie insulaire. Exactement, parce que les chiffres ne peuvent pas être analysés de la même façon que si on était Bien au sein sûr. de l'Europe. Tout à fait. Et donc, on voit la perle, qui est en fait l'exportation qui nous rapporte le plus. Et les exportations, les recettes d'exportation de perles, aux alentours des années 2000, c'était à peu près 20 milliards par an. Aujourd'hui, Ouais, ça tourne autour de 5-6 milliards. Ouais, ça a bien chuté, on a fait une émission là-dessus. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des problèmes externes, mais il y a aussi des problèmes internes de politique qui, malheureusement, voilà, on a donné permis à tout le monde. Les lagons sont appauvris, la qualité des perles s'est appauvrie, et le prix a chuté. C'est logique. Quand l'offre augmente, les prix chutent. Donc ça va être difficile de remonter la pente.
Et pourtant, c'était un domaine d'avenir extraordinaire. Donc, il faut faire très attention pour les futures décisions économiques et politiques de ne pas répéter un peu ce genre même d'erreur qui, même au point de vue environnemental, est mauvais. Il y a des lagons qui sont malheureusement plus en état Pollué. pollués, qui sont Bon, plus en il y état. a des lois qui ont été mises en place dernièrement justement pour que ça ne se reproduise pas et pour Voilà. laisser se régénérer les lagons. Tout à fait. Donc, Mais ça prend du temps. du point de vue économique, ce sera peut-être assez limité. Mais du point de vue environnemental, alors, je suis tout à fait d'accord. Il y a beaucoup de choses à faire pour qu'on permette à la population de mieux se nourrir localement. Tout à fait. Mais ce n'est pas la solution miracle qui va sauver l'économie polynésienne, etc. Le développement exogène, c'est-à-dire basé sur des exportations de services comme le tourisme ou alors comme le thon, etc., c'est plutôt ça que préconisent les économistes dans toutes les économies insulaires, grosso modo. Mais alors, on a changé d'époque. On sera peut-être obligé, on n'aura peut-être pas le choix, le jour où on aura moins de pétrole, où on n'aura pas les solutions technologiques pour les transports. Voilà, c'est peut-être aussi faire un pari hasardeux sur le futur. S'il y a des quotas de voyage en avion, par exemple, il y en a beaucoup qui parlent de ça en Europe, aux États-Unis. Après, Voilà, Et si on fait pas de pari on est en train de changer, le monde est en train de changer et peut-être notre vision de notre système économique doit aussi s'adapter et changer. alors, je vais peut-être lancer la balle à mon collègue politiste, mais est-ce qu'il y aura une acceptabilité sociale pour, grosso modo, de la décroissance? C'est grosso modo de ce qu'on parle. J'en doute très fort. Quand on voit en 2023, par exemple, le fait que voilà, l'inflation a augmenté et qu'on a essayé de rabaisser le prix de l'essence, bien que ce soit pas bon pour l'environnement, parce que la population ne le voulait pas, comme je Ça disais grondait, ouais. auparavant. Et il y a des politiques qui sont peut-être très bonnes environnementalement parlant, mais qui peuvent être pas du tout acceptables pour la population. Tu Faut faire très remarqueras que attention à ça. Donc, c'est pas un terme que j'ai utilisé. Je vais pas parler de décroissance. Moi, je parle d'un développement adapté. Et je ne sais pas si tu as entendu parler de l'économie du donut, où il y a un minimum à produire pour notre consommation, pour satisfaire nos besoins. Et nos besoins essentiels, c'est se nourrir, se loger, se transporter. La Et santé. il y a peut-être des besoins de la santé, il y a peut-être l'éducation, il y a peut-être des besoins superflus qu'on pense indispensables et qu'il faut intégrer dans notre PIB, auxquels on pourrait renoncer. Donc ça, c'est l'intérieur du donut. Et la limite, elle est forcément écologique. Il y a beaucoup de limites qu'on a dépassées, mais comme a dit l'un de tes confrères économistes, croire qu'à une croissance infinie dans un monde limité, c'est soit un fou, soit un économiste. On n'est pas tous C'est d'accord Stephen entre Hawking qui l'a économistes. dit. C'est un économiste. Ouais, c'est Donc, Oh, on n'est pas tous d'accord. penser qu'on peut avoir une croissance infinie dans un monde fini, c'est illusoire. Non, Et mais là, on est d'accord, on est d'accord. le En fait, système est en on est surchauffe. Sauf Et que mais ça Vincent peut mettait avoir en des réserve. conséquences sur notre économie. D'ailleurs, c'est Jean-Marc Regnault qui, dans son livre sur préparons-nous à la vague qui va arriver, je paraphrase, explique qu'on aura quand même une difficulté lorsqu'il y aura pénurie, notamment de carburants fossiles. Alors, je vais faire. Parce qu'il y a Sémir je suis sûr qu'il y a 2-3 petites choses sur lesquelles tu pourrais réagir. Et on parlait en fait clairement de à la fois ce qu'il faudrait faire. Et s'y oppose justement, enfin s'y oppose Vincent qui nous dit mais d'accord, mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi concrètement? Parce qu'entre la théorie et la réalité, il y a un gap. Alors Sémir, est-ce que la Polynésie est capable d'accepter les changements nécessaires? Alors, les changements nécessaires, oui, mais il faut comprendre aussi que, comme on a dit tout à l'heure, tout est lié. Alors, ce qui est nécessaire, c'est que la population ait des emplois et le minimum nécessaire pour pouvoir vivre, et cela passe par une économie assez florissante. Un développement durable. Voilà, un développement durable qui donne de l'emploi, etc., etc. Donc, il y a des minima, en fait, sur lesquels on ne peut pas transiger. Alors, évidemment, après, on peut mettre en avant des idées pour préserver ceci ou cela, etc. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que les spécialistes ne sont pas tous d'accord, évidemment.
Moi, je me souviens quand j'étais étudiant, c'est-à-dire il y a très longtemps, notre professeur d'économie nous avait annoncé qu'en 2010, il n'y aurait plus d'énergie fossile. Club Bien. de Rome, des Voilà. années Ouais, 70. c'est ça, c'est 70. Ouais. Et bon, ben, il y en a toujours. Et Mais on il y aura atteint un le truc, pic quand même. etc. Donc, Le pic oil. là-dessus, dire qu'il n'y en aura plus, c'est pas tout à fait jouable. Dire qu'on n'en veut plus, alors ça, Voilà. c'est autre C'est chose. différent. Oui, Évidemment, oui. c'est Oui, différent. on Voilà. arrêtera d'en Il y aura produire. toujours. Bon. Mais je reviens à ce que je disais. Il y a un minimum nécessaire pour qu'on puisse vivre, qu'on puisse se développer, pour qu'on puisse avoir de l'emploi, pour qu'on puisse se nourrir, etc., etc. Donc, Et tout ça sur une île au milieu du Pacifique. exactement. Donc, qu'il faut le prendre en considération. Il y a des impondérables. Alors, Marie-Laure parlait du livre de On va Jean-Marc conclure Regnault. dans une petite minute. Ouais, c'était essentiellement sur le réchauffement climatique, additionné au transport qui diminue, à la cherté des transports maritimes. C'était l'addition de tout ça, plus les Taïwan, etc., qui fait que, dit-il, il faut quand même se préparer au pire, pratiquement. D'accord. Mais ça n'empêche pas que les hommes politiques doivent certes penser à cela, mais en même temps développer et continuer à développer et à permettre de façon à la durable, population de d'accord, vivre décemment Et aussi. et inclusive. bien sûr. Ouais, voilà, donc on se rend compte que l'équation est compliquée à résoudre. C'était intéressant parce qu'on a soulevé quelques sujets. Et je suis sûr que nos téléspectateurs parfois se disent il faut qu'à, on devrait, mais on se rend compte, parce que vous venez de nous expliquer, que quand on tire sur un morceau de la ficelle, il y a toute la pelote qui se défait et c'est plutôt complexe. Donc on a de grands défis qui attendent la Polynésie et très clairement, l'environnement en est la grande priorité. Et nous verrons dans quelques années quelles actions ont été mises en place et quels effets elles auront eu sur la Polynésie. Merci d'avoir répondu à mes questions. C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur ce plateau. L'émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée avec TNTV.